Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis très contente de venir faire cette vidéo. Je viens vous parler de Georges, non pas Sand, mais Georges de Perrebrune. Et on va tout de suite commencer en mettant les points sur les i et les barres sur les t. Il est pour moi absolument incroyable que l'une soit si connue, même si j'accorde qu'elle n'est finalement pas si lue, et l'autre totalement tombée dans l'oubli. J'ai lu 5 romans de Georges de Perrebrune, dont celui-ci, Victoire la Rouge. J'ai aussi lu Gatienne, ou Gatienne, je ne suis pas trop sûre de comment on prononce cet ancien prénom. Les femmes qui tombent, Les Ensevelies, Une séparation, et j'ai également lu un recueil de nouvelles, assez ancien comme vous pouvez le voir, qui s'intitule Celui qui revient. Alors très malheureusement, vous l'aurez compris, Georges de Perrebrune, c'est une autrice totalement oubliée. Elle n'est pas seulement oubliée, elle est totalement invisibilisée, et hormis Victoire la Rouge que je viens de vous présenter aux éditions Talon Haut dans leur collection Les Plumées, il n'y a absolument aucune publication de Georges de Perrebrune, que ce soit les 20, 30, 50 dernières années, même plus. J'ai pour habitude d'acheter d'anciens livres, comme vous pouvez le voir ici. Il n'existe absolument rien, ou presque, de Georges de Perrebrune. C'est-à-dire que c'est une autrice qui n'est plus publiée, mais qui n'a pas été publiée depuis très longtemps. C'est absolument inconcevable, parce que je vais vous le dire très clairement dès le début de cette vidéo, au cas où certaines et certains soient déjà tentés de s'en aller. C'est l'une des meilleures autrices que j'ai pu lire, c'est l'autrice que j'attendais, l'autrice qui me manquait au 19e siècle, et tout le monde doit la lire. Il y a toujours une dimension injuste et incompréhensible quand on se rend compte de l'invisibilisation dont les femmes ont été victimes, quand on découvre une nouvelle autrice qui nous emballe avec un texte qui nous parle, etc. Mais je dois vous avouer que même si ces circonstances-là et ces cas-là ont été fréquents pour moi aussi, en tant que lectrice, en tant que professeure de lettres, en tant que créatrice de contenu sur internet, à l'heure actuelle, rien n'égale cette situation avec Georges de Perrebrune. Et pour être encore une fois tout à fait franche, il est absolument surprenant pour moi qu'une autrice comme George Sand, même si je n'ai absolument rien contre George Sand, au contraire, soit connue et résistée à l'épreuve du temps, soit publiée, soit étudiée, et que son homonyme ou presque, Georges de Perrebrune, elle, soit complètement tombée dans l'oubli. Je vais le dire très franchement, George Sand, c'est bien, mais Georges de Perrebrune, c'est autre chose. Alors avant de vous parler des œuvres que j'ai lues, et on va en parler, et on en reparlera à d'autres reprises sur la chaîne, vous allez le voir, on va faire un petit point sur sa vie. Parce qu'à mon avis, tout comme moi, vous ne la connaissiez, et ne la connaissez donc peut-être toujours absolument pas. Alors Georges de Perrebrune, elle est née en 1841 en Dordogne, une région à laquelle elle est restée attachée, même si finalement pas tant que ça, étant donné qu'elle est venue vivre à Paris très rapidement. C'est important pour la connaître et pour comprendre son œuvre également, c'est une enfant illégitime, c'est une enfant née hors du mariage. Et Georges de Perrebrune, non seulement Georges n'est pas son nom, bien évidemment, c'est un pseudonyme pris par l'autrice, mais même de Perrebrune n'est pas réellement son nom. Son nom complet, si vous voulez savoir, c'est Mathilde Marie Georgina Elisabeth de Perrebrune Judici. C'est donc, comme je vous l'ai dit, une enfant naturelle, et de Perrebrune lui a été donné par son père qui ne lui a pas donné son propre nom. Elle s'est mariée quand elle avait 18 ans en 1860 et ce n'est pas un mariage heureux. C'est un autre point très important à comprendre et à avoir en tête pour la vie de l'autrice et pour son écriture. Et comme je vous le dis donc, ces deux éléments qui sont quand même assez traumatiques, un mariage malheureux, jeune, mais pas si jeune que ça pour l'époque non plus, et d'être une enfant naturelle, ce sont deux éléments qui ont nourri son œuvre et qui ont également nourri le regard qu'elle porte sur le monde, qu'elle porte sur les individus et sur les réalités sociales. Elle s'est installée à Paris après la Commune et elle publie quelques années plus tard, très rapidement, plus précisément entre 1877 et 1909, la plupart, un pigeon est basé juste là, la plupart de ses romans. Donc elle a beaucoup publié, elle a publié plus d'une trentaine d'ouvrages. Et oui, rendez-vous compte, une femme incroyable qui publie plus de 30 ouvrages et à l'heure actuelle, elle est absolument inconnue. C'est une honte, on va tout faire pour essayer de changer ça. Elle est morte malheureusement en 1917 dans l'oubli et la pauvreté, ce qui n'est pas sans rappeler le sort que connaît désormais son œuvre. On va quand même essayer de finir sur une note plus positive parce que oui, elle est morte dans l'oubli, la pauvreté, oui, son œuvre à l'heure actuelle est totalement ignorée, mais ce n'est pas du tout ainsi qu'elle a mené sa vie, et le contraste est donc d'autant plus saisissant. En fait, Georges de Perrebrune a été publiée chez de grands éditeurs, elle a eu une activité de journaliste, elle a aussi tenu un salon, et même Octave Mirbeau, par exemple, un auteur que j'aime énormément et qui, lui non plus, n'est pas assez lu, même s'il est quand même publié. Octave Mirbeau a reconnu le talent de Georges de Perrebrune. Lui aussi était beaucoup plus connu à son époque qu'il ne l'est maintenant, et il s'est d'ailleurs inspiré de Victoire la Rouge pour écrire son fameux journal d'une
femme de chambre. Son premier roman s'intitule Marco, il est publié en 1881 dans la revue Des Deux Mondes. Alors petit point historique pour la revue Des Deux Mondes, c'est une revue qui a été fondée en 1829 par Prosper Monroy et Pierre de Ségur Duperron. Ça a été vraiment un acteur, une actrice, je ne sais pas comment on peut vraiment... Une actrice, vu que c'est une revue, une actrice majeure dans le monde littéraire de l'époque, en publiant entre autres Dumas, Balzac, Baudelaire et d'autres, mais même George Sand. Elle s'est politisée au moment de l'affaire Dreyfus et au moment des montées anticléricales. Et elle a fini par perdre en popularité lorsqu'elle a un petit peu sombré dans l'extrême droite. Donc c'est une revue qui essaye désormais, qui existe toujours, hein, qui essaye un petit peu de remonter la pente, mais voilà, c'est plus... on n'en parle plus énormément, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque de Georges de Perrebrune, être publié dans la revue des Deux Mondes, ce n'est pas du tout négligeable. Ça pour encore vraiment vous faire comprendre à quel point il y a une disproportion assez incroyable entre ce qu'a connu Georges de Perrebrune de son vivant en termes de qualité, de quantité, de reconnaissance et ce qui est désormais le cas. Suite à ce premier succès avec Marco, eh bien, Georges de Perrebrune s'envole vers d'autres succès. Elle continue de publier de nombreuses reprises et elle présente dans la revue Bleu, dans le Télégraphe, dans le Figaro, dans le Journal ou encore dans la Fronde de Marguerite Durand, autre femme vraiment incroyable que je vous laisse découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle occupe aussi un salon littéraire qui est très important et donc vous voyez qu'elle a une activité finalement littéraire mais pas seulement, intellectuelle extrêmement importante pour l'époque. Elle fait partie des premières membres du jury pour le prix Femina. Elle a été elle-même récompensée par deux fois par l'Académie française pour Vers l'amour en 1897 et Au pied du mât en 1900. Bref, c'est une autrice reconnue, prolifique, actrice de la vie intellectuelle et littéraire culturelle, c'est une femme engagée, comme l'a montré son attitude lors de l'affaire Dreyfus, son opposition à la peine de mort, sa considération pour les gens dits du peuple et aussi, bien sûr, son féminisme. Oui, parler de féminisme pour Georges de Perrebrune, comme pour beaucoup d'auteurs ou d'autrices de son époque, c'est un petit peu anachronique. Georges de Perrebrune ne s'est pas forcément revendiquée elle-même féministe non plus, mais vous allez le voir, à la lecture de ses textes, il est évident qu'il y a une dimension féministe ou en tout cas un engagement pour les droits des femmes qui n'est absolument pas niable ou même questionnable et ça se remarque dans plusieurs de ses œuvres, dans nombre de ses œuvres. Ça se remarque aussi dans sa vie parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, être une femme qui vit de son écriture, non seulement c'est rare, mais c'est aussi un acte engagé. C'est un acte militant, même quand on ne le reconnaît pas forcément. Ce qui est intéressant, vraiment, pour moi, dans l'œuvre de Georges de Perrebrune, c'est le contraste entre deux mouvements littéraires qui sont normalement radicalement opposés et qu'on retrouve avec une sorte de syncrétisme dans son œuvre. D'un côté, on a vraiment des romans qui sont d'inspiration ou de veine sentimentale avec certaines inspirations romantiques qui est assez quand même palpable et de l'autre, on a des romans profondément naturalistes. D'ailleurs, Georges de Perrebrune a été en contact avec Zola, ils ont échangé une correspondance qui n'était certes pas très abondante ni forcément approfondie, mais le lien existe. Et elle admirait aussi beaucoup Zola, même si elle l'a mis en scène dans un texte assez surprenant qui s'intitule Jupiter et les bas bleus, qui est dans ce recueil de nouvelles Celui qui revient. C'est un texte extrêmement intéressant au point de vue vraiment de la revendication d'une femme qui écrit et c'est un plaidoyer pour toutes les autres autrices de son époque. C'est un texte vraiment, je vous le recommande fortement, il est absolument passionnant. Peut-être qu'on fera une autre vidéo à ce sujet, c'est un texte court, peut-être qu'on le lira ensemble, peut-être qu'on en parlera, je ne sais pas. J'ai tellement envie de vous parler de Georges de Perrebrune et de la faire vivre que rien n'est exclu. Un syncrétisme entre ces deux courants ou ces deux grosses veines, on va dire, littéraires, il est vraiment très surprenant. Très surprenant pourquoi? Parce que, si vous voulez, moi j'ai commencé par lire Victoire Larouge. Et ça, c'est un roman profondément naturaliste. Vraiment très naturaliste, vraiment très acerbe, avec un style qui est très direct, très simple, et avec des descriptions qui vraiment sont les descriptions de la campagne, du monde de l'agriculture. Et juste après, j'ai lu un roman qui s'appelle Une séparation. Et à la lecture de ces deux romans, suite à la suite l'un de l'autre, j'ai eu l'impression de lire une autrice différente. Je me suis même demandé si j'avais bien orthographié le nom de l'autrice et s'il n'y avait pas eu peut-être un souci dans mes recherches. Mais non, c'était bien la même autrice. Puis, j'ai lu d'autres textes. Et là, ce qui était encore plus intéressant, c'est que c'était dans le même ouvrage qu'on retrouvait cette alliance de deux styles, de deux genres absolument différents. Et c'était absolument réussi. Ça, c'était pour moi quand même assez inédit. Alors bien évidemment, l'ensemble des œuvres ne répond et n'obéit pas en général à un seul genre, et les genres les mouvements littéraires sont des constructions assez artificielles, mais je vous assure que dans le cas de Georges de Perrebrune, c'est vraiment très frappant et très particulier.
Et c'est ce syncrétisme qui, à mon sens en tout cas, devient la touche particulière de Georges de Perrebrune. Après une ou deux lectures, on finit par reconnaître cette tendance, cette petite particularité de l'autrice, couplée à d'autres éléments comme des thèmes de prédilection qui reviennent, une préférence pour des protagonistes féminines, des dialogues qui sont, je trouve, très différents de ce qu'on peut lire à l'époque. En fait, pour le dire très clairement, et assez simplement, et de manière peut-être un petit peu simpliste, mais qui je pense sera efficace, je trouve qu'il y a quelque chose de profondément moderne chez Georges de Perrebrune. Les dialogues, comme je viens de vous le dire, et les relations entre les personnages sont vraiment différentes de ce qu'on peut lire chez Balzac, chez Flaubert, chez Zola, chez Dumas et chez George Sand, n'en parlons pas. Ils sont moins théâtraux, moins stéréotypés, plus proches de nous. La langue est un petit peu plus moderne, un petit peu plus réaliste en fait. Je trouve qu'il y a une oralité qui est parfois très très bien retranscrite et les relations et les personnages, eux aussi, sont profondément différents. En fait, j'étais très surprise souvent à la lecture de voir une réelle proximité, par exemple, entre les personnages féminins et les personnages masculins. On sentait réellement la camaraderie, l'amour, l'affection, alors que dans beaucoup de romans du 19e, il me semble qu'il y a toujours ce côté un petit peu artificiel, ce côté un petit peu romanesque. Et l'œuvre de Georges de Perrebrune, même lorsqu'elle vire dans quelque chose d'un petit peu sentimental, finit toujours par redevenir assez réaliste, assez proche, pas au sens littéraire ici je vous parle, mais réaliste au sens proche de la réalité. Les personnages féminines, n'en parlons pas, elles sont définitivement plus intéressantes que celles qu'on trouve chez les autres auteurs du 19e, elles sont maîtresses d'elles-mêmes, il y a une agentivité qu'on retrouve vraiment dans très très peu de romans de l'époque, elles sont dans l'action, ce qui est assez rare aussi je trouve, et l'amour, toujours, occupe une place très importante dans les écrits de Georges de Perrebrune, la psychologie humaine aussi, qui est vraiment développée, qui est assez fine, et forcément, comme je vous le disais, la touche féministe, les inégalités hommes-femmes sont dénoncées avec une clarté incroyable, et avec un engagement, une certaine forme d'audace que moi je n'ai jamais vraiment retrouvé. Je voudrais aussi finir en précisant que les intrigues sont vraiment très différentes les unes des autres, qu'il y a un côté vraiment haletant, très bien mené, ce qui peut aussi se retrouver quand même dans pas mal de romans qui ont été publiés en feuilleton, ce qui est le cas de beaucoup de romans du 19e. Vraiment, pour un petit peu essayer de vous retranscrire mon expérience de lecture, il faut vraiment vous imaginer que j'ai lu Victoire la Rouge, que j'ai été bluffée. Je me suis dit non, pas possible ça. Et je me suis dirigée sur eBay et sur AB Books dans l'espoir de retrouver d'autres romans, et en fait il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Donc je me suis tournée vers mon recueil de nouvelles que j'avais ici, que j'avais miraculeusement trouvé il y a quelques mois, ou peut-être un peu plus d'ailleurs que quelques mois, et je l'ai lu. Et là, bluffée, absolument sidérée, c'était super, et puis j'étais encore intriguée. Donc je me dirige vers Gallica, et là je lis une séparation. Waouh! Vraiment bluffée. Puis je lis les Ensevelis, puis je lis Les Femmes qui tombent, puis je lis Gatienne ou Gatienne. Et là, je n'arrêtais pas à chaque fois de reposer mon iPad, de reposer mon livre en me disant non mais c'est pas possible, non mais c'est pas possible, non mais comment se fait-il que je ne lise cette autrice que maintenant? Comment se fait-il que je sois obligée, même si merci Gallica, de lire cette autrice en PDF téléchargé sur Gallica? C'est tout simplement inconcevable. On va enfin parler de ces romans. Alors on va pas parler de tous les romans que j'ai lus, sinon ce serait une vidéo encore bien plus longue qu'elle ne va déjà l'être. Et on va pas parler de Victoire la Rouge. Pourquoi? Parce que Victoire la Rouge va être au programme de mon club de lecture en juin. Voilà, je l'annonce tout simplement. Et on en fera une lecture vraiment approfondie, peut-être même une lecture commune. Pourquoi? Parce que j'ai envie de faire vivre Georges de Perrebrune. Vous l'aurez compris, mon engouement pour l'autrice est quand même assez fort. Donc on va parler de deux romans. On va parler des Ensevelis et on va parler des Femmes qui tombent. Deux romans pour lesquels vous n'êtes pas prêt, pas prête, je vous le dis tout de suite. En 1885, commençons par les Ensevelis. Les carrières de Pierre de Chancelade, sans mauvais jeu de mots, s'effondrent, faisant de nombreux morts, comme vous pouvez l'imaginer, soit sur le coup, soit prisonniers dans les galeries et donc victimes d'une assez longue agonie. Cet événement est vraiment tragique, il est beaucoup relaté dans la presse, et Georges de Perrebrune s'empare de cet événement pour écrire son roman « Les Ensevelis » en 1887. C'est un superbe roman qui mérite toute notre attention et qui est très représentatif du syncrétisme dont je vous parlais plus tôt, avec vraiment ces deux veines littéraires qui se croisent et se joignent à merveille dans ce roman. C'est à partir de la vie d'une protagoniste, femme avec de très belles qualités de cœur, comme c'est souvent le cas chez Georges de Perrebrune quand même, issue du peuple, qu'on va suivre cette histoire et que Georges de Perrebrune va nous relater à la fois la vie de cette femme, qui va être une vie semée d'embûches, vraiment parsemée de déconvenues liées à sa condition féminine et à la dureté de cette condition féminine dans la société de l'époque, histoire à laquelle elle va entrelacer l'histoire de la carrière
ouvrière et l'histoire des ouvriers qui ont été sacrifiés pour le profit. Et encore une fois, l'écart et le contraste entre le traitement qui a été réservé au roman de Zola, Germinal, qui paraît en 1885, et ce roman de Georges de Perrebrune qui paraît en 1887, il est juste aberrant, incroyable et inacceptable. Ce ne sont pas deux romans frères, il y a vraiment d'énormes différences. Alors tous les deux effectivement parlent de la mine, des ouvriers, et ont une revendication sociale forte, mais après le style est différent, les personnages sont différents, l'intention est différente, vraiment absolument tout est différent, mais tous les deux sont absolument incroyables et sont absolument de grands et beaux romans. Dans Les Ensevelis, il y a vraiment des passages qui sont tragiques, il y a une multitude de sujets finalement qui sont présentés, et il y a une touche, encore une fois, qui est la touche de Georges de Perrebrune, qui, désolé de le dire, j'espère que cela n'offensera personne, mais il y a bien évidemment le regard que porte une femme, une autrice, une femme intelligente, une femme engagée, une femme perspicace, une femme qui a elle-même vécu, qu'on ne retrouve pas dans les grands romans du 19e, alors que j'aime énormément Zola, j'aime énormément Flaubert, etc. Mais il y a vraiment quelque chose d'unique et de très précieux dans les romans de Georges de Perrebrune, et on le retrouve dans Les Ensevelis. Pourquoi ce roman est-il introuvable ? Encore une fois, c'est un mystère assez honteux, on va le dire. Il existe quand même, je tiens à le préciser, une édition qui date de 2017, qui a été dirigée par Jean-Paul Socard. Jean-Paul Socard, c'est également un homme qui a écrit une biographie de Georges de Perrebrune. Elle coûte 26 €, donc c'est quand même pas très abordable, et c'est dans une maison d'édition, ou chez une maison d'édition plutôt, excusez-moi, qui est quand même une maison d'édition peu connue, assez de niche. C'est les éditions Par ailleurs, dans leur collection Lettres classiques. Aucun problème pour moi avec les petites maisons d'édition, au contraire, je les encourage et je trouve ça toujours hyper intéressant les catalogues qu'elles proposent, mais ce que je veux vraiment mettre en avant dans cette vidéo, c'est que Georges de Perrebrune, c'est une autrice qui a toute sa place dans les classiques en fait. C'est une autrice qui devrait être publiée chez Folio, chez Hatier, chez Pocket, chez Le Livre de Poche. Il n'y a aucune raison que ces textes soient uniquement disponibles pour quelques-uns sur Gallica, vraiment. Et quand vous l'aurez lu, vous comprendrez pourquoi je suis aussi enflammée. Alors, Les femmes qui tombent. Oh, deuxième roman dont je vais vous parler, mais alors celui-là, vraiment, je pense que je n'ai jamais été surprise à ce point, finalement, par la découverte d'un roman. Pourquoi ? Parce qu'il est... À chaque page ou presque, je me disais, mais comment est-il possible que ce roman ne soit pas connu ? Comment est-il possible que ce roman ne soit pas publié ? Je l'ai pris sans trop savoir à quoi j'allais m'attendre sur Gallica, encore une fois, et ça a été l'une de mes meilleures lectures de l'année, sans aucun doute, et c'était tout ce que j'aime dans les romans du 19e, avec encore plus. C'était absolument incroyable. Alors, je préfère en fait, pour ce roman, vous lire l'incipit. Comme ça, je vous laisserai juge, et vous aurez un petit goût quand même de l'écriture de Georges de Perrebrune. On va tout de suite faire ça, et vous allez comprendre mon engouement. Il est 8h. La petite salle à manger est toute chaude, avec une bonne odeur de cuisine bourgeoise qui vient d'une porte entr'ouverte. La lampe suspendue éclaire, sous son chapeau vert, la table mise, les serviettes nouées, les verres étincelants. Le buffet très propre, lustré, reluit avec ses assiettes peintes, adossées, jouant les vieilles faïences. Devant le poêle ouvert, se grillant les jambes à la flambée rougeâtre du coq, un petit homme en veston court, le bonnet de velours derrière la tête, se balance, impatient, affamé, lorgnant la table. De temps à autre, il lève le nez vers le cartel, frotte sa calotte sur son crâne et grommelle. Que diable fait-elle dehors à cette heure-ci ? Une jeune fille va et vient, avec une lenteur nerveuse. Elle ajoute quelque chose au couvert, avance les chaises, retourne à la cuisine, revient, regarde l'heure, s'approche de la fenêtre et le rideau écarté cherche à voir au dehors. La neige tombe très fine, brouillant les objets, enveloppant le gaz d'une buée grise qui l'éteint. Les passants très rares filent vite sous le parapluie qui les coiffe. Les voitures roulent sur la ouate. « À quelle heure est-elle sortie ?» demande pour la 10e fois le petit homme. La jeune fille se rapprocha anxieuse maintenant, répondant plutôt à elle-même. « C'est étrange, elle avait audience pour 6 heures, elle est partie à 5h30. » Il reprit. « Et au fait, il n'y a pas de temps de perdu, il y avait peut-être beaucoup de monde, elle a pu n'être reçue qu'à 7 heures. » « Eh bien, dit-elle, une audience dure à peine 5 minutes, rappelle-toi les autres fois. Elle serait rentrée si quelque accident... » Bon, on dirait que tu ne connais pas ta mère. Jamais pressée, celle-là. Il neige, les omnibus passent complets et elle attend. Tu crois qu'elle songe à notre inquiétude ? Ah, oui, elle préfère bien économiser les 30 sous d'une voiture et nous tenir là, l'estomac vide. 8h30, murmure la jeune fille toute pâlissante. Je t'assure, père, qu'il est arrivé quelque chose. Le cœur me bat. Si tu sortais... Par ce temps-là ? Merci. Il se ramassa plus près du poêle l'air grognon.
Elle resta plantée devant lui les mains jointes avec un peu de colère dans les yeux. Tout à coup, elle dit brusquement « Ce n'est pas aux femmes d'ailleurs à faire ses corvées. C'est toujours ma mère qui a sollicité pour ton avancement. C'est honteux à la fin. Je sais bien qu'à sa place... Tais-toi donc, fillette, dit-il en clignant de l'œil avec malice. Tu n'entends rien à ces choses-là. Les femmes, vois-tu, il n'y a que ça pour réussir. » Il se frotta les mains par petits coups secs qui sonnaient comme des claques et sa figure niaise s'épanouit dans une grosse joie. Tu vas voir, disait-il d'un air fiénot. Ta mère aura enlevé la situation. Passer chef de bureau avec 6000 francs d'appointement quand on est simple employé à 3000, c'est un fameux saut. Il faut un rude coup d'épaule pour y arriver. Mais si Monsieur Edwards le veut, c'est chose faite. Et ta mère a une façon d'entortiller les gens, tu sais, quand elle fait sa belle parleuse. Il éclata de rire et fit chavirer sa calotte d'un geste extravagant. Hein, dis donc, Eva, 6000 francs. C'est Goyane qui crèvera de dépit et sa mijaurée de femme, donc je t'achèterai une toilette magnifique pour les faire rager. 9h moins le quart. Cette fois, il faut sortir, père, il le faut. Il est arrivé un accident. La jeune fille combattait ses larmes, suffoquée, se raidissant pour violenter la lâcheté du père. Elle le tira au milieu de l'appartement, essayant de le vêtir. Il se débattait comme un enfant, retenait son veston à deux mains et se reculait vers le poêle, tout effaré, geignant déjà du froid qu'il faisait dehors. Et puis il avait faim, cela le rendrait malade. On serait bien avancé, ensuite il ne pouvait plus aller au bureau, il toussa. Eva lui secoua le bras, ainsi que le faisait sa mère pour le faire obéir, et elle grossit sa voix. C'était affreux ce qu'il faisait là, il n'avait pas de cœur. Non, pas de cœur, il n'aimait personne, sa pauvre femme était peut-être blessée, mourante. Il resta béant de cette peur qu'elle lui donnait. C'est qu'elle était sa force à lui, cette femme. Allons, il allait sortir, mais où aller? Là, où? Il ne savait pas. Mais chez M. Edwards, dit-elle, s'informer et suivre sa trace. Elle l'avait enveloppé de son par-dessus, coiffé de son chapeau. Il cherchait ses gants. Elle le poussa vers la porte. 9h sonnaient. À ce moment, la porte s'ouvrit avec fracas, comme si on l'eût enfoncée, et une femme se jeta dans l'appartement, toute blanche de neige sur la fourrure sombre de son manteau. « Mère !» cria Eva. « Laisse-moi, laisse-nous. » Ah, soupira le petit homme qui se dévêtit lestement et versa sa tablée, impatient de la pâtée, la serviette au menton, la cuillère au poing. Eva ne bougeait pas, saisie, effrayée du regard noir de sa mère. Celle-ci reprit, la voix brève, « Je t'ai dit de rentrer dans ta chambre. » La jeune fille s'enfuit. « Eh bien, dînons-nous, Madame Le Bortef? As-tu réussi là-bas, hein ?» Madame Le Bortef se coucha à demi sur la table en face de son mari, le brûlant de ses yeux enfiévrés, et lui souffla au visage. « Il m'a violée. » J'espère que vous êtes restés avec moi pendant ces quelques minutes de lecture. Je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas trop sur les réseaux et qui ne correspond pas forcément aux recommandations de l'algorithme, mais ça me semblait très très important. Vous l'aurez compris donc, je ne peux que vous recommander la lecture de Georges de Perrebrune, de ses textes dans leur ensemble. Je vous demande peut-être de garder Victoire Larouche pour la lire avec nous dans notre club de lecture en juin. Et j'interpelle toute personne appartenant au monde de l'édition qui tomberait sur cette vidéo, ou toute personne qui connaîtrait quelqu'un dans le monde de l'édition, ou toute personne qui pourrait faire tourner cette vidéo. Georges de Perrebrune doit être republiée. Elle doit être republiée chez des maisons d'édition qui sont des maisons d'édition grand public, avec des prix abordables et qui concerneront un large lectorat. Elle doit être lue, elle doit être étudiée, elle doit être réhabilitée tout simplement après cet oubli absolument honteux dans lequel elle a été plongée. Je peux citer là immédiatement, mais je ne le ferai pas par délicatesse, des auteurs publiés chez Folio, chez Livre de Poche, chez Hatier, bien d'autres encore dans les éditions même scolaires, classiques, qui n'ont pas le talent ni l'intérêt littéraire de Georges de Perrebrune. Et une telle injustice doit être réparée.